Chapitre 6, maintenant on va parler de comment obtenir son prêt. Alors tout d'abord, vous aurez affaire à votre banquier. Alors qu'est-ce que c'est un banquier? Le rôle du banquier est d'évaluer le risque à un instant T donné. Le jour où vous allez le voir, il va saisir les données et il va voir à qui il a affaire. Donc c'est son ordinateur qui va mettre des gardes ou des boutons rouges si vous préférez. Il va donner le feu vert ou pas. Donc lui, son job, quand vous allez aller le voir, en premier pour demander un financement, il va évaluer le risque par rapport à votre profil. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut soigner son dossier avant d'aller le voir. Ça ne sert à rien d'aller le voir si vous savez que vous avez un dossier entre guillemets pourri et que ça va être compliqué. Mieux vaut assainir ses finances, régler ces différents crédits à la consommation ou autre chose et ensuite aller le voir. Donc en règle générale, le banquier consulte votre historique sur les 3 mois précédents. Donc vos 3 derniers relevés de compte, c'est ce qu'il va regarder. Vos ressources régulières, si vous êtes en CDI ou pas. Si vous n'êtes pas en CDI, par exemple, l'auto-entrepreneur, il va regarder sur les 2 ans précédents. Il va regarder si votre compagne travaille, parce que la personne qui est en auto-entreprise, les banquiers préfèrent quand il y a un garant ou l'épouse est en CDI. Les charges et crédits, comment vous utilisez votre argent, si vous l'utilisez au PMU ou à des jeux d'argent, de casino, ça ne va pas lui plaire. Les banquiers ils détestent ça. Voilà. Donc, comment vous gérez vos entrées d'argent? Et aussi un point important, il va regarder votre épargne pour savoir si vous êtes un bon gestionnaire et si vous mettez de l'argent de côté. Voilà. Donc, pour soigner son dossier, si vous avez ces 3 éléments-là en votre faveur, donc des ressources régulières avec un CDI ou autre, les charges et crédits inexistantes, par exemple les crédits, si vous n'avez pas de crédit à la consommation, c'est déjà un point supplémentaire. Les charges, si vous utilisez votre argent correctement, sans des dépenses superflues, sans jeu d'argent, sans PMU, sans grattage, sans quoi que ce soit, ça va être déjà un point positif. Et si vous avez de l'épargne en plus, c'est encore mieux. Donc un bon dossier pour mettre toutes les chances de votre côté, vous devrez limiter fortement les découvertes et clôturer le plus vite possible vos crédits à la consommation. Après, tout dépend de vos revenus. Si vous avez des revenus élevés, vous pouvez vous permettre d'avoir quelques crédits à la consommation. Mais si vous êtes avec un revenu bas et que vous avez un crédit pour la voiture, un crédit pour la télé et un crédit, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de vous financer. Donc vous devrez montrer que vous êtes sérieux et un bon gestionnaire. Voilà. Parce que c'est comme si vous étiez chef d'entreprise et que vous investissez dans un business. Donc il faudra montrer que vous êtes capable déjà par rapport à votre historique, par rapport à comment vous gérez votre argent personnel. L'intérêt du banquier, c'est quoi? Quels sont ses intérêts au banquier? Donc n'oubliez pas que votre banquier est un commercial et qu'il a des objectifs à réaliser. Donc quand je vous dis ça, faut être pragmatique. N'hésitez pas à rapatrier un contrat ou à souscrire une autre chose qui l'arrange avec lui pour obtenir votre prêt plus facilement. Donc après voilà, même si vous clôturez l'assurance qu'il vous aura proposé ou un placement qu'il vous aura proposé un an après, il s'en fiche le banquier. Le banquier, c'est à l'instant T qu'il regarde. Cette année, il a des objectifs à réaliser. Vous l'aidez à obtenir, à réaliser ses objectifs et en contrepartie, il va vous prêter plus facilement. Voilà. Donc, sachez-le, votre banquier, il n'est pas là pour vous conseiller, il n'est pas là pour... si, il est là pour vous aider à obtenir le financement, mais en contrepartie, lui, il va essayer de voilà, avoir l'assurance emprunteur avec lui. Vous proposez l'assurance pour le bien, l'assurance PNO, propriétaire non occupant. Il va essayer de vous placer un compte courant. Il veut que vous rapatriez vos comptes courants parce qu'il y aura du PNB, ce qu'on appelle produit net bancaire, la carte bancaire. Je ne sais pas, il va essayer de vous placer un crédit revolving avec une carte où on peut acheter, une carte de crédit où on peut acheter à crédit au comptant. Je vous le déconseille parce que le TAEG est super élevé, donc faut éviter. Mais il va essayer. Si vous êtes naïf et vous dites tout, il y a tout, voilà, je ne vous le conseille pas. Mais au moins, prenez un petit truc pour lui montrer que vous le comprenez et qu'en contrepartie, il va vous aider à obtenir le prêt plus facilement. Après, si vous clôturez dans un an, c'est pas grave.
Donc, quand vous allez aller voir le banquier, il faudra préparer tous vos documents. Vous n'allez pas le voir en disant oui, j'ai envie d'emprunter, à quoi j'ai le droit. Lui, il perd son temps et vous, vous êtes là pour vous rassurer. Et lui, son job, c'est pas de vous rassurer et de vous conseiller. Non, lui, vous allez le voir quand vous avez signé le compromis, vous avez tous les papiers, vous avez les devis, tout est bien classé. Moi, pour la construction de la maison, j'étais allé le voir pour me rassurer en fait. Et j'avais dit voilà, j'ai envie d'emprunter et à quoi j'ai le droit, combien j'ai le droit. Il m'avait fait bah vous voulez combien? Moi je peux pas vous dire, mais venez avec un projet et après on verra. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai signé le compromis, j'ai acheté le terrain et ensuite je suis allé le voir. Voilà. Je suis allé le voir avec un classeur bien rangé, devis du terrassier, devis de la maçonnerie, devis, tous les devis étaient déjà classés et j'avais plus qu'à lui fournir. Donc voilà, il faut que vous soyez carré, carré, carré. Comme ça, déjà, il aura une impression élevée, une meilleure impression sur vous. Donc voilà, il faudra être préparé et faire en sorte qu'il vous fasse confiance. Qu'est-ce qu'il faudra préparer quand vous allez aller voir votre banquier pour demander un financement? Donc tout d'abord, tout ce qui est carte d'identité. Donc si vous n'avez pas de carte d'identité, vous ne savez pas où elle est, vous pouvez prendre votre passeport ou un titre de séjour. Il vous faudra un justif de domicile, donc un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Taxe foncière et d'habitation de votre résidence principale, il risque de vous la demander, donc mieux vaut l'avoir. Bail ou quittance de loyer si vous êtes en location. Livret de famille, il va vous le demander, donc prenez-le avec vous. Jugement de divorce si vous venez de divorcer ou si vous avez divorcé. Contrat de mariage si vous êtes marié. Ou convention de Pacs si vous êtes pacsé. Les documents qu'il va vous demander pour justifier de vos revenus. Donc souvent il demande les 2 derniers avis d'imposition plus les 3 derniers bulletins de salaire. Donc les 2 derniers avis d'imposition, c'est pour voir la régularité de vos entrées d'argent. Les 3 derniers bulletins de salaire, c'est pour voir comment vous dépensez votre argent et s'il n'y a pas des dépenses un peu bizarres. Voilà, ça va être analysé au siège, ça va se faire tout seul, mais s'il y a des points négatifs, ça va diminuer le potentiel d'obtenir votre emprunt. Votre contrat de travail, donc si vous êtes en CDI, vous emmenez votre contrat de travail. Le justificatif de pension, si vous êtes en invalidité ou en arrêt de travail, donc vos justifs, comme quoi vous avez des indemnités journalières ou une rente. Justificatif des allocations familiales, si vous avez des enfants et que vous percevez des allocations, il faut le justifier, parce que c'est des revenus supplémentaires. Déclaration des revenus fonciers, si vous avez d'autres biens en location, n'hésitez pas, voilà, c'est pas tout ce qu'il demande, mais n'hésitez pas à emmener votre déclaration de revenus fonciers, parce qu'il faut faire une déclaration, c'est la 2044 ou la 2072, selon si c'est une location nue ou meublée, n'hésitez pas à l'emmener pour montrer que vous êtes voilà, carré et que vous savez ce que vous faites. Bail de location, si vous êtes locataire, si vous avez des locataires, titre de propriété ou taxe foncière, ça c'est pour justifier de votre patrimoine. Attestation notariée si vous en avez. Donc pour les revenus issus du patrimoine, seuls 70% des revenus sont pris en compte. Souvent c'est ce qui est fait, pas tous les banquiers le font. Par exemple, vous avez 10 000 euros de loyer annuel, il va prendre en compte 7 000 euros seulement dans vos revenus. Pourquoi? Parce que souvent les gens ont des impôts sur le revenu, ont différentes choses qui font que dans ces loyers-là, dans les 10 000 euros de loyer encaissé, il y a une partie qui part dans tout ce qui est taxes, 30% en moyenne. Donc c'est pour ça qu'il note dans son ordinateur 70 euros, 70% de moins en termes de revenus par rapport aux revenus issus du patrimoine. Moi, je sais que mon banquier, il n'a pas fait ça. Il a pris 100% de mes revenus parce que je lui ai expliqué que moi, mon but, c'était de ne pas payer d'impôts. Donc, impôts sur le revenu, je parle. Après, c'est vrai que je paye tout ce qui est taxes foncières et tout, mais je lui ai dit que voilà, ça me faisait un cash flow net de temps. Donc, il a pris en compte le cash flow.
Parce que voilà, s'il prend en compte le loyer moins 70%, c'est normal. Mais si vous lui dites que vous avez un cash flow de temps, toute charge comprise, donc un cash flow net de temps, il va prendre en compte le cash flow. Moi, c'est ce qu'il a fait avec mes revenus. Donc, les documents pour justifier votre projet à financer. Donc, il y a des documents facultatifs et obligatoires, mais on va avoir un maximum de documents pour pouvoir montrer votre sérieux. Donc, tout ce qui est facultatif, c'est quoi? C'est une attestation de la valeur locative. Donc, ça, c'est un agent immobilier qui peut vous le fournir donc pour justifier du loyer que vous allez percevoir s'il n'y a pas de locataire. Là, une photo de l'immeuble, voilà, c'est toujours un plus, et une étude de marché. Vous faites une mini étude de marché sur le marché de l'immobilier de votre secteur, de votre ville, et vous montrez que vous êtes sérieux. Avec rendementlocatif.com, il y a moyen de faire un truc assez sympathique. Tout ce qui est obligatoire, donc compromis bien sûr, avec les diagnostics énergétiques, donc ça c'est obligatoire. Si vous avez des travaux à faire, il faudra justifier avec des devis. Donc encore une fois, n'hésitez pas à augmenter l'enveloppe travaux de 10, 15 ou même 20%. Mieux vaut prévoir plus d'enveloppe travaux de manière à ce que s'il y a un imprévu, vous avez des disponibilités pour y faire face. Sinon, il faudra refaire un crédit ou piocher dans votre épargne. Donc n'hésitez pas à gonfler ou à faire des devis avec un prix supplémentaire au cas où. Et si vous n'utilisez pas toute votre enveloppe, eh ben, vous paierez des mensualités en corrélation avec ce que vous avez utilisé. Pour une construction neuve, votre banquier vous demandera une assurance dommage-ouvrage. Donc une assurance dommage-ouvrage, c'est quoi? C'est que en cas de malformation par rapport au bâti construit, une dommage ouvrage, ça permet de payer rapidement les dégâts et de faire construire, de reconstruire la maison. Par exemple, vous avez votre maçon qui fait n'importe quoi et que la maison se fissure. Donc là, c'est la dommage ouvrage qui va payer rapidement les frais de remise en état. Et ensuite, votre assureur, avec qui vous aurez pris votre dommage ouvrage, va se retourner contre l'artisan auprès de sa décennale, parce que l'artisan, normalement, il a une décennale. Donc le banquier va vous demander une dommage ouvrage pour une construction neuve. Donc, comment négocier avec le banquier? Donc, il est conseillé, bien sûr, de consulter au moins 3 banques pour obtenir les meilleures conditions. Donc, il faut les mettre en concurrence. Il ne faut pas hésiter. Ça permet de réduire le taux. Par exemple, moi, pour la maison, je suis allé voir un courtier. Il m'avait fait une proposition, une bonne proposition. Et mon banquier, il s'est aligné. Donc, ça m'a permis de réduire les mensualités et d'avoir un taux assez attractif. Donc c'est pour ça que je vous dis que le courtier peut faire ce travail pour vous. Il vous fait gagner du temps. Bien souvent, il a des partenariats qui permettent d'avoir quelque chose de supérieur à un particulier lambda, parce qu'ils négocient en gros, parce qu'ils ont pas mal de dossiers, donc ça permet d'avoir des dérogations supplémentaires. Négocier avec le banquier, donc il y a des points importants à négocier. Donc tout d'abord, la première chose qu'on négocie, c'est le taux. Voilà, c'est le taux qui va déterminer les intérêts. Donc on négocie tout d'abord le taux. Et ensuite, il y a d'autres choses qu'il faut prendre en considération, c'est les frais de dossier. Est-ce qu'il y a des frais de dossier? Oui ou non? S'il y en a, est-ce qu'ils sont élevés ou pas? Est-ce qu'ils sont justifiés ou pas? Essayez de les négocier. Euh, N'hésitez pas à demander à votre banquier de ne pas avoir d'indemnité de remboursement anticipée. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est le jour où vous voulez vendre votre bien et payer avec anticipation votre crédit. Si vous avez des indemnités de remboursement anticipées, ça va vous faire sortir de l'argent de votre poche. Voilà. Si vous pouvez les éviter, n'hésitez pas de négocier avec votre banquier. La durée, voilà, selon votre objectif. Si votre objectif c'est de quitter votre job, essayez de prendre une durée maximale pour pouvoir augmenter votre cash flow. Voilà. Après, ça dépend de votre objectif. Le différé de paiement, donc pour les appartements, j'ai pris un différé de paiement de 6 mois. Ça m'a permis d'être serein, faire les travaux tranquillement, encaisser les loyers du locataire qui était déjà dans le deuxième bien. Et ça m'a permis de me faire un fonds de roulement au cas où j'ai un imprévu dans l'avenir. L'apport personnel, aujourd'hui je sais que beaucoup de banquiers demandent un apport personnel. Voilà, pourquoi? Parce que avec les taux bas, il y a tellement de projets, ils ont le luxe
de refuser certains dossiers et de privilégier les personnes qui ont un apport. Mais voilà, il ne faut pas lâcher. Si votre objectif c'est de ne pas mettre 1 euro de votre poche, vous consultez plus de banques et peut-être qu'au final vous allez trouver. Voilà. Mais si vous ne trouvez pas, essayez de mettre un minimum d'apport personnel pour investir et utiliser l'argent des autres. L'assurance emprunteur, quelle assurance choisir? Il y a deux possibilités. La CRD, donc c'est une assurance qui est corrélée au capital restant dû ou une initiale. Selon l'âge, il y a un avantage pour l'une ou l'autre. Voilà. Donc, par exemple, l'assurance CRD, elle est intéressante pour les personnes jeunes. Je vais vous en parler par la suite. Et l'initiale pour les personnes d'un certain âge. Voilà. Donc ça, il faut en prendre compte. Si vous êtes jeune, optez pour l'assurance corrélée au capital restant dû. Ça veut dire plus le temps passe, moins vous paierez d'assurance. Et l'initiale, c'est lissé sur toute la durée du prêt. La caution ou l'hypothèque. Voilà. On va en parler aussi. La caution, c'est une société de caution qui est garante pour vous. L'hypothèque, c'est une hypothèque sur la maison. Si vous ne payez pas, on saisit la maison. Mais ça coûte plus cher parce que il faut faire un acte notarié. Donc voilà pour la négociation auprès du banquier. Maintenant, on va voir quelle garantie choisir.